On va donc commencer, laisser donc la parole à notre ami Jacek. Oui, Jacques. Hein. Voilà. Bah, c'est la traduction française. Voilà, on t'écoute. Voilà, donc postulat de la mécanique quantique. La mécanique quantique fut découverte entre 1900 et 1905 par Max Planck. Ce qui serait bien, c'est que tu parles plus fort. Oui, parce que moi j'entends à peine. D'accord. Donc la mécanique quantique a été découverte par Max Planck concernant le corps noir et par Albert Einstein concernant l'effet photoélectrique. Le terme quantique fut introduit par Einstein à la suite de son analyse de l'effet photoélectrique pour lequel il a eu son prix Nobel, pas pour la théorie de la relativité, suggérant que la quantité h nu est l'énergie quantifiée d'une particule qui sera appelée photon 22 ans plus tard, donc au cours de l'expérience d'Arthur Compton. Alors l'exposé va comporter partie scientifique et partie philosophique. Donc on va principalement partie scientifique, ça concerne l'axiomatique de la mesure et l'intrication quantique. Et évidemment, partie philosophique, c'est le débat positivisme-réalisme, polémique Einstein-Bohr. Bien, alors passons maintenant au cœur du sujet. Donc le degré d'abstraction de la mécanique quantique. Donc la mécanique quantique se déroule au niveau d'une abstraction basse dans l'espace de variables, x, y, z. L'abstraction moyenne, c'est l'espace de fonctions, f de x, g de y, etc. Et l'abstraction haute, c'est l'espace des états. Les états qui ont été notés par Paul Dirac, avec les crochets, on appelle ça les crochets de Dirac. Donc d'un côté on a une barre, de l'autre côté on a un signe comme ça. On peut le noter aussi à l'envers, avec les crochets de ce côté-là et la barre de ce côté-là. Alors évidemment, entre tous ces niveaux d'abstraction, il y a une cohérence mathématique, une correspondance bien établie. Alors quelles sont les correspondances? Voilà, donc on sait tous qu'à une variable x, on peut associer une fonction, noter f de x, g de x, etc. Donc à x, on associe une fonction de x. À une fonction f de x, on peut associer un état, donc qui est noté avec les crochets de Dirac, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Donc voilà, on va noter un état comme ça, un état comme ça. Donc à une fonction de x, on va associer un état f de x, ou bien un état dans l'autre sens f de x comme ça. Exemple de l'association fonction-état. Bon, je prends un état théâtral, hein. État France. On peut lui associer une fonction consommation de tomates au cours de temps en France. Évidemment, État Madagascar, ce n'est pas la même fonction concernant la consommation de tomates en fonction du temps. Bon, une fois que l'association est établie, on peut multiplier les états par le nombre. 5 France plus 14 Madagascar. Hein. Ça fait rigolo, mais ça marche très bien. On peut également multiplier les états. Par exemple, l'état G ici, multiplié par état F. Donc c'est noté comme ça, mais depuis Paul Dirac, on le note comme ça. Voilà, ici ce n'est plus une association, c'est une égalité. C'est l'exemple que deux états, quand on les multiplie, on obtient quelque chose comme ça. Donc pour chaque valeur de x, on prend la valeur de la fonction, plus la valeur, la valeur de l'autre fonction. On les multiplie, ces deux valeurs, et pour chaque valeur de x, on recommence, et on fait la somme ici de tout ça. Voilà. On passe à l'histoire des états. Maintenant, on y va
à l'espace de Hilbert, parce que la mécanique quantique se déroule dans l'espace de Hilbert. Donc ici, je fais 3 exemples de l'espace de Hilbert. Exemple trivial, c'est l'espace de variables. Voilà. Un espace de variables. Variable x, y, z, x, y, z. Donc ici, on a... Bon, alors, l'espace de Hilbert, c'est un espace de vecteurs. Bon, donc on a ici la base. Dans un espace, on définit d'abord une base. Donc d'ici et là, c'est la base que je notais y. D'ici et là, c'est la base que je notais x. D'ici et là, c'est la base que je notais z. Maintenant, un point quelconque de cet axe, il faut prendre la base multipliée par un coefficient. Donc on a ici la valeur, le coefficient à y multiplié par la base y. Ici, le coefficient à x multiplié par la base x, etc. Et à ce moment-là, ce vecteur-là, qui est position dans l'espace de variables, il est bien sûr la somme de ces 3 vecteurs. C'est la somme de ces 3 vecteurs. Et puis, donc, on admet souvent, la plupart du temps, que les bases sont normées, c'est-à-dire la longueur de base est toujours égale à 1. Je note ça comme ça. Bon, ben voilà, donc dans un espace de variables, un point de cet espace, ça définit position, une position, comme ici, position. L'exemple le plus utilisé de l'espace de Hilbert, c'est un espace de fonction. Ici, sur chaque axe, on va mettre une fonction. Donc là, je choisis une fonction que tout le monde connaît. Le son, c'est le son de le La de 440 Hz. Hein, le son La son pur, La de 440 Hz, c'est représenté par sinus de 440 multiplié par 2. Donc ici, on met la base sur cet axe-là, on met cette fonction-là. Ici, sur cet axe, on met la base, ça va être sinus 2 fois 440 Hz. C'est donc le son pur 2 fois plus fréquent. Là, on va mettre, sur cet axe-là, on va mettre la base, le sinus 3 fois 440, etc. 4 fois 440, etc., etc. Donc ça, c'est un espace de Hilbert, nombre infini de dimensions. Voilà. Bien, maintenant passons, donc ça c'est l'abstraction basse, ça c'est l'abstraction moyenne. Alors un point de cet espace de fonction, de cet exemple-là, c'est qu'évidemment, comme je dis tout à l'heure, ce point-là, il faut prendre vecteur de base qui est sinus comme ça, il faut multiplier par un coefficient, ici à 1, donc ici ça va être à 2, parce que notre premier vecteur de base, c'est sinus 1. Le deuxième vecteur de base, il est indexé par 2. Donc, il faut prendre ce vecteur de base, multiplier par un coefficient. Et à ce moment-là, la somme, ce point-là, ça va être... c'est le développement de Fourier, quoi. C'est le développement de Fourier, ça va donner un certain temps, quoi. Je ne te fais pas dire. Non, c'est-à-dire le La, quand on a une note La, si vous avez le son de la flûte, il n'y a qu'une seule fréquence, et si vous avez un son compliqué, au bois ou des tas d'instruments compliqués, il y a des harmonies. J'allais le dire. C'est ce que j'essaie justement se préparer à fort bien dit. J'allais le dire. Non, mais j'ai eu peur que tu l'oublies. Mais quel rapport avec l'espace de Hilbert? Après, il y aura la discussion, si tu préfères. J'aimerais bien qu'on l'écoute jusqu'au bout, et puis après, Non, mais si on n'a pas envie, on prend une cigarette, on sort, et puis on revient pour la partie philosophique. Allez. Allez. Voilà, Il a bien dit. je continue. Bon, donc, comme ici, un point de cet espace de variables,
Donc ici, en point de cet espace de variables, il faut prendre chaque vecteur de base, multiplier par son coefficient et puis faire la somme. Okay. Donc ici, on prend chaque vecteur de base, on multiplie par son coefficient et prend la somme. Ici, la somme qui est infinie. Ici, c'est la somme seulement de 1 à 3. Et à ce moment-là, effectivement, cette formule qui est écrite ici, c'est le développement d'une série de Fourier. Voilà. Maintenant, on passe à l'abstraction la plus haute en mécanique quantique, c'est l'espace des états. L'espace des états. Bon, l'espace des états, c'est sur chaque axe, on va mettre un état. Donc, dans le cas du chat de Schrödinger, on met ici l'état du chat vivant. Sur l'autre axe, on met l'état du chat mort. Et à ce moment-là, en point de cet espace, ici en 2 dimensions seulement, parce qu'évidemment, l'espace de Hilbert, il est en plusieurs dimensions jusqu'à l'infini. Donc, en 2 dimensions, le chat, avant la mesure, avant qu'on mesure le chat pour savoir s'il est mort ou vivant, il est en superposition de chat vivant et de chat mort. Allô? C'est grave. Et donc ça c'est vecteur de base donc, de cet espace de Hilbert des états, chat vivant, un vecteur de base. Ici, vecteur de base c'est chat mort. Il faut prendre le vecteur de base multiplié par coefficient qui affecte le vecteur de base, comme ici. Fait la somme et on obtient le chat qui est avant la mesure. Superposition quantique d'état mort et vivant. Bien, alors on passe après. On va passer maintenant au postulat de la mécanique quantique. Voilà, donc notre présentation concerne principalement les particules dites élémentaires, cependant elles concernent aussi les corps macroscopiques. La mécanique quantique nommée aussi mécanique ondulatoire, depuis Louis de Broglie, le prix Nobel français, pour parler. Bien, les états de la mécanique quantique sont caractérisés par la fonction d'onde notée psi. Ceci est justifié par le fait que toutes les particules élémentaires sont en fait des paquets d'ondes, même celles qui apparaissent comme des corpuscules. Donc on voit ici, je vais présenter ici un paquet d'ondes qui est mathématiquement présenté par la fonction d'onde qui dépend de R de la position, soi-disant la position de la particule, et en fonction du temps. Postulat 1 de la mécanique quantique. Alors les postulats, je l'ai copié de la Bible. C'est quoi la Bible? C'est le prix Nobel français Cohen, Claude Cohen-Tannoudji. Ah oui, tu parles de Bible. Alors il y a 2 tomes comme ça, ne vous en fallait pas. Hein. Bon, voilà, donc c'est moi qui ai inventé cette formulation de... C'est pas parce que c'est Nobel que c'est Bible. Hein. Bon, c'est de regarde. Mais c'est pas lui qui l'a inventé. Non, mais Bible. Voilà. Donc, postulat de la mécanique quantique. Premier postulat, probabilité de présence. Donc la fonction psi qui représente donc, notre particule est interprétée comme amplitude de probabilité de présence. Bien. Maintenant, si on prend le carré de cette fonction, elle est interprétée comme densité de la probabilité de présence. Présence contenue à l'instant t dans un élément de volume, dr, bon, dx multiplié par dy par 2r. Voilà, donc on a ici l'espace, on a dr, dr, ça veut dire petite partie de r. Dans cette petite partie de R, on a ici une amplitude de la fonction d'onde qui nous représente l'amplitude de la probabilité de présence. Et on a ici le carré aussi de cette fonction qui représente la densité de probabilité de présence. Pour dire plus court, on va dire probabilité. Donc évidemment, ici, la probabilité est plus grande qu'ici, parce qu'on voit que l'amplitude elle est plus grande.
Donc c'est pourquoi que la formule donc, qui a été découverte par Max Born, elle est la suivante, c'est que la probabilité de présence contenue ici dans cette partie de l'espace, elle est proportionnelle au carré de la fonction d'onde. Voilà le postulat 1. Et bien sûr, cette fonction doit être normalisée. Elle est normalisée par cette équation qui est là. Donc cette équation qui assure qu'on a la certitude, probabilité égale à 1, de trouver dans l'espace la totalité de la particule. Hein, parce que vous allez dire que c'est évident, la totalité de la particule doit être dans l'espace, mais du point de vue mathématique, mécanique quantique, elle est quand même mathématisée. Hein. Donc il fallait mathématiser ça de cette manière-là, c'est que, bon, donc la probabilité de trouver la particule dans l'espace, c'est la somme de toutes les probabilités de présence ici, de présence ici, de présence ici, de présence ici. Donc on fait la somme de toutes les petites présences. Donc, comme le dp est défini ici par le premier postulat comme ça, donc on le met ça ici. Et ça, on exige que ça soit égal à 1, qui correspond à la certitude. Ce qui est sûr, à ce moment-là, si cette équation est satisfaite, donc cette fonction d'onde va représenter une particule qui est entièrement ici dans l'espace considéré infini. Bon, voilà. Maintenant, on peut y aller. Donc, on va faire le postulat 2. Affaiblissement, voire remplacement du concept de la trajectoire. Le concept de la trajectoire est caduc. Pourquoi? Parce que chaque particule élémentaire, elle n'est pas si élémentaire que ça, parce que c'est un paquet d'ondes. Chaque particule est partout en même temps. Seulement sa probabilité de présence diffère d'un point à l'autre. Effectivement, si on considère la particule qu'on a ici, et donc cette particule-là elle est partout dans l'espace, parce que ici sa présence est grande, ici sa présence est petite, ici sa présence est petite encore, mais elle a une dimension infinie. Dans tout l'espace, chaque particule, même qu'elle soit disons élémentaire, elle est partout dans l'espace infini. Vraiment, c'est la probabilité qui diffère. Donc, voilà. Donc, chaque particule élémentaire est partout dans seulement sa probabilité de présence diffère un peu. En effet, l'expérience de Young montre qu'une particule, par exemple l'électron, peut passer en même temps par deux trous. Donc là, ici, la particule est représentée comme ça, mais en fait, il peut y avoir deux maximums comme ça. L'électron, il passe en même temps par deux trous. Pas toujours, mais selon l'expérience... toujours. Pas toujours. Toujours. Bon, on va discuter après. Continue. Donc, selon la préparation de l'expérience qu'on le prépare dans sa qualité d'onde, il va passer partout, il va passer par les deux trous en même temps. Mais si on le prépare dans sa qualité particule, il va passer par un seul trou. Bon. Ainsi, le concept classique de trajectoire, au concept classique de trajectoire, il faut substituer celui d'état quantique dépendant du temps. Le concept de trajectoire est caduc. Donc, postulat 2. Postulat 3. Évolution de la fonction d'onde avant la mesure. Avant la mesure, cette évolution est déterministe et obéit à l'équation de Schrödinger. Cette équation s'écrit comme suit pour une particule libre de masse m. Donc, pour A, c'est la constante de Planck, le delta est l'opérateur de la place. Donc, cette équation s'écrit comme ça. Un opérateur
c'est un objet mathématique, quand il agit sur une fonction, ça donne une autre fonction. Donc ici, cet opérateur de Laplace, quand il agit sur la fonction psi, ça donne une autre fonction phi, par exemple. Et ici, c'est l'opérateur de dérivation, quand il agit sur la fonction psi, ça donne une autre fonction θ. Bon. Et maintenant, pour que cette fonction ici puisse obéir à l'équation de Schrödinger, il faut que le résultat de l'opération de cet opérateur soit égal à l'opération de cet opérateur-là. Et à ce moment-là, si cette fonction-là obéit à cette condition, ben, voilà, cette fonction va représenter une particule élémentaire. L'important, c'est que Alors, les historiens sont d'accord pour dire que cette équation fut conçue au cours d'un acte sexuel particulièrement violent. Bon, ça vous fait pas rigoler Non, on n'est pas clair, là. Donc pour les chercheurs qui sont ici, ça fait une idée pour comment chercher les équations. Peut-être on peut trouver une grande équation. Voilà pour l'anecdote, mais ce n'est pas une anecdote, c'est un fait historique. Bien, alors si on va maintenant. Maintenant, avant d'aborder le dernier postulat de la mécanique quantique, le quatrième, résumé ici, hein, c'est toujours pas moi qui... Voilà, donc, avant d'aborder ce dernier postulat, je fais un exemple. Un exemple du polarisateur quantique. Encore une fois, excusez-moi, mais cet exemple figure sur la première page de ce livre. Et d'autres livres aussi. Bon, voilà. Alors, polarisateur quantique. Il est très très instructif cet exemple. Bon, il permet d'illustrer le quatrième postulat, mais il permet de comprendre quelle est la distinction entre mécanique classique et mécanique quantique. Donc, voilà l'expérience. On projette un flux de photons d'intensité IE, E comme entrée, sur un polarisateur. On constate que l'intensité du flux sortant, IS, S comme sortie, est égale IS égale IE multiplié par sinus carré. C'est-à-dire que l'intensité sortie est diminuée donc en raison de sinus carré par rapport à l'intensité entrée. Donc comment ça fonctionne? On a ici une fente et on projette les photons qui sont polarisés selon cette direction-là. Cette direction-là, c'est la direction de vibration des photons. Il peut vibrer comme ça, il peut vibrer comme ça, il peut vibrer comme ça. Donc intuitivement, on comprend que si le photon il vibre comme ça, donc tout le flux, tout l'onde incident va passer. Mais si le photon vibre comme ça, bon, on comprend intuitivement que l'onde va être arrêtée. Et en fait, le résultat de l'expérience, qu'il soit classique ou quantique, c'est celui-là. C'est que le flux sortant, il est diminué dans le rapport de sinus carré. Θ, c'est ça. Et alors, on ne comprenait pas pourquoi l'intensité du flux sortant est diminuée dans la proportion sinus carré θ. Donc au niveau de la mécanique classique, on ne comprenait pas, il n'y avait pas d'explication du phénomène. Maintenant, interprétation quantique, on considère les photons un par un. Voilà le quantique, c'est que photon, c'est considéré comme particule. Ici, on considère un par un, on projette les photons. On constate que certains photons sont transmis et que d'autres sont absorbés au niveau de la fente. On considère qu'avant la mesure, donc interaction avec la fente, disons que c'est ça la mesure, le photon est dans l'état d'intrication de deux états. Ouais. C'est que le photon avant la mesure,
c'est la somme de deux états. État transmis et état absorbé. Comme pour l'histoire du chat de Schrödinger, avant la mesure, il est superposition de chats morts et de chats vivants. Mais là, ici, c'est plus précis, c'est la somme, la superposition d'états transmis et d'états absorbés. Alors pendant la mesure, un seul état est choisi, c'est-à-dire que soit le photon passe, soit le photon il est absorbé. Avant la mesure, on ne sait pas lequel. On ne sait pas, pour chaque photon, on ne sait pas s'il va être transmis ou absorbé. On connaît que les probabilités. Je suis désolé, j'ai dû louper un truc, j'ai pas compris ce qu'était θ. L'état, c'est l'angle de vibration du photon qui arrive. S'il vibre dans la direction de la fente, donc il va passer. Ou, si on prend un seul photon ou le flux, l'onde, dans le classique, c'est un flux. Mais on ne le connaît pas a priori. Mais pour un photon, donc, on ne sait pas s'il va passer ou pas passer. Si, on connaît l'angle a priori. Hein. L'angle, on parle en faisceau polarisé comme ça. Il passe dans un polarisateur. L'angle, on connaît. L'angle est connu. Mais on ne sait pas si le photon va passer ou être transmis. On connaît que les probabilités. C'est-à-dire que si on jette 100 photons, on va dire, voilà, il y a 30 qui sont passés, 31 qui sont passés, ou 69 qui ne sont pas passés. Parce que la somme, c'est 100. Hein? Mais si on jette un seul photon, on ne sait pas s'il va passer ou être transmis. Et aucun moyen de savoir. Voilà le problème de la mécanique quantique, problème de mesure. On ne connaît que les probabilités. Et alors, si vous voulez, on a constaté que la probabilité que le photon soit transmis égale à sinus carré θ, et la probabilité qu'il soit absorbé cosinus carré θ. Par exemple, si on lance 100 photons, on aura par exemple ma foi 59 et 41. Le jour après, on aura 40 et 60. On fait encore, lance encore 100 photons, on a 80 erreurs. Mais si on fait 1000 photons, ben à ce moment-là, les probabilités vont être de plus en plus précises. Si on met 1 milliard de photons, par exemple, si l'angle θ est égal à 45 degrés, hein, à ce moment-là, le sinus carré de 45 degrés, c'est un demi. Cosinus carré de 45 degrés, c'est un demi. Mais à ce moment-là, si on lance 100 photons, on aura à peu près 50 avec une grande dispersion. Si on lance 10 photons, on aura, ça va être même pas, ça va être peut-être 2, 8, 1, 9, 4 et 6. Là, la dispersion, on ne saura même pas que c'est moitié-moitié. Mais si on lance 1 million de photons, ça va être à peu près 500 000, 500 000. Voilà les statistiques. Donc ici, cette image-là, c'est encore espace de Hilbert, donc à 2 dimensions. Ici, sur cet axe-là, on met l'état vecteur de base, c'est état absorbé. Et ici, sur cet axe, on met le vecteur de base, état transmis. Et à ce moment-là, l'état du photon avant la mesure, ça va être, comme avant, la superposition de deux états transmis et absorbés. Donc c'est l'intrication quantique, la fameuse intrication quantique. Et donc c'est comme avant, toujours avant. C'est le vecteur de base qui est multiplié par le coefficient. L'autre vecteur de base qui est multiplié par son coefficient. Et à ce moment-là, le point ici, ça va être la somme de ça plus ça. Bon, donc voilà, ce polarisateur, il a à peu près expliqué. On peut passer maintenant au dernier postulat de la mécanique quantique.
postulat qui est ici. Voilà. Donc, axiomatique de la mesure, implication quantique, déterminisme et indéterminisme. Postulat 4. Avant la mesure. Donc, la fonction d'onde est une superposition, intrication de fonctions dites propres, notées comme ça, chacune comportant un coefficient noté C. Voilà, donc ça c'est encore notre fonction, c'est la fonction de base qu'il y a ici, et chaque vecteur de base est multiplié par son coefficient. Ici, avant la mesure, c'est l'intrication de tous ces états propres, qui est ici, et l'évolution avant la mesure est déterministe, selon l'équation de Schrödinger. Pendant la mesure, on a une évolution probabiliste, réduction donc du vecteur d'état, réduction de cette somme-là. Il y a un seul état qui va sortir de la mesure. Et là encore, cette histoire de probabilité, c'est qu'on ne sait pas laquelle qui va sortir. Il n'y a aucun moyen de savoir. Il n'y a que les probabilités qui sont connues. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la mesure? Donc, la fonction d'onde, ici, subit une réduction. On dit effondrement, défini comme suit. La superposition, qui est la somme de... Petite erreur, c'est la somme de cela avec phi. On passe à l'aspect philo. Bon, donc il y avait psi, il fallait mettre. Donc voilà, avant la mesure, c'est la superposition de tous ces états propres avant la mesure. Donc là, pendant la mesure, la superposition est réduite à une seule fonction. Il y a ici. Donc, là, l'état avant la mesure est réduit à un seul état, qui est celui-là, là, réduit à une seule des fonctions, qui est définie par l'indice M. Bon, donc la probabilité, pour que ça soit la fonction, celle-là, qui est choisie, est donnée, donc, comme avant que c'était dit dans le premier postulat, que la probabilité c'est le carré de la fonction d'onde. Donc c'est le carré de celle-là qui est là. Donc le carré de ici de cette somme. Donc il y a ici il y a plus de somme parce qu'il y a plus qu'une seule qui est sortie. Donc voilà, c'est une seule parmi celles-là qui a été choisie. Donc la probabilité pour que ce soit celle-là est donnée par ce carré-là. Et en fait, c'est égal seulement à ce carré de ce coefficient parce que, comme je dis avant, les vecteurs de base sont égaux à 1. Leur longueur est égale à 1, donc leur carré est égal à 1. Donc pour finir, la probabilité pour que ce soit celle-là choisie et pas une autre est égale au coefficient qui la pondère, qui pondère cette fonction-là au sein de la somme. Voilà, donc c'est la formule qui définit la probabilité pour que ça soit celle-là choisie et pas une autre. Voilà. On ne sait pas pourquoi, ça c'est très important. On ne sait pas pourquoi c'est celle-là qui est choisie, pas une autre.
On ne connaît que la probabilité de ce choix. La cause de ce choix échappera à jamais à notre connaissance. Oui, c'est lui qui dit. Dieu seul sait, pourrait-on dire improprement. Si jamais je joue, il sait pas. Voilà. Sinon, c'est pas. Donc ça c'est, on a ici maintenant. Maintenant l'histoire du chat de Schrödinger, on va le prendre un peu plus en détail. C'est que ici on a vecteur de base dans l'espace de Hilbert des états, à 2 dimensions seulement. Il y a le chat vivant qui est vecteur de base, le chat mort qui est l'autre vecteur de base. Le point, l'état du chat avant la mesure, c'est le vecteur de base chat mort multiplié par son coefficient, l'état de base chat vivant multiplié par son coefficient. Alors évidemment, il faut dire qu'est-ce que c'est, parce que vous ne savez peut-être pas qu'est-ce que c'est cette boutade théâtrale de Schrödinger. Un chat est enfermé dans une boîte avec une substance radioactive qui se déclenchera par hasard. C'est-à-dire la substance va émettre donc un produit nocif par hasard. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand la substance va se déclencher. Et quand elle se déclenche, elle va provoquer la mort du chat. La mesure consiste à ouvrir l'enceinte, la boîte, et mesurer l'état du chat. Est-ce qu'il est mort ou vivant? Bon. Alors pour connaître l'état du chat, il faut perturber le système par une mesure. Le résultat de mesure est imprévisible. Que les probabilités peuvent être connues. Bien. Et maintenant, il faut encore normaliser la situation. C'est comme avant, la fonction d'onde était normalisée à 1. L'intégrale. Voilà. Il fallait intégrale normalisée à 1. Donc ici aussi, il faut normaliser à 1, c'est-à-dire que, voilà, donc la probabilité pour qu'on découvre le chat vivant, c'est le carré de ce coefficient-là. Et comme c'était dit avant, la probabilité que ce soit cette fonction-là qui est choisie est égale au carré du coefficient qui pondère cette fonction. Donc pour l'histoire des chats, la probabilité de trouver le chat vivant, ça va être C1 au carré. La probabilité de trouver le chat vivant, c'est le C2 au carré. Et évidemment, la normalisation, c'est que le C1 carré plus C2 carré, il faut que ça soit égal à 1. Parce que soit le chat il est vivant, soit il est mort. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc la probabilité de le trouver vivant, plus la probabilité de le trouver mort, il faut que ça soit égal à 1. Il ne peut pas être à moitié mort, à moitié vivant, comme nous la boîte. Bien. Et aussi, cette petite histoire, somme de probabilité égale à 1, il y a aussi, concernant notre polarisateur quantique, on avait la probabilité que le photon soit transmis, c'est sinus carré θ. La probabilité qu'il soit donc absorbé, c'est cosinus θ. Donc, il faut absolument que la somme des probabilités soit égale à 1. Là, évidemment, tous les mathématiciens savent que le sinus carré plus cosinus carré, n'importe quel angle, c'est égal à 1. Mais ça va plus loin parce que ici, si on considère l'espace de Hilbert à plusieurs dimensions, bon, ici je fais 3, à ce moment-là, ici, si on met le C1 ici, mais C1 ici, si on met C2 ici, si on met C3 ici. Donc le théorème généralisé de Pythagore, il affirme que la somme de tous ces carrés est égale à 1. Donc, évidemment, sur le plan ici, ça plus ça au carré plus ça au carré, selon Pythagore, c'est ça au carré
Bon, maintenant, on fait notre Pythagore ici. Ça au carré plus ça au carré égale ça au carré. Donc voilà. Ici, cette longueur-là, c'est égal à 1, c'est la somme de toutes les probabilités partielles. Et puis, dernière chose concernant le chat, ici, c'est que quelle est l'inclinaison de ce vecteur dans l'espace de Hilbert? Pourquoi il a incliné comme ça et pas comme ça? Parce que, si vous voulez, c'est l'histoire de la substance radioactive. Si on attend longtemps, la substance va se désintégrer, on aura plus de probabilité que la substance se désintègre. Donc le vecteur ici va être incliné plus vers le bas, plus vers le haut, pardon. Parce que si on attend longtemps, on a plus de chances de trouver le chameau. Et si on ouvre la boîte très très rapidement, on met le chat et puis la substance dans la boîte, on ferme la boîte, on n'attend pas longtemps, on a une chance de trouver le chat vivant. Donc l'inclinaison de ce vecteur-là dépend du moment, du temps d'attente, combien de temps on va attendre. Bon. On sait que une substance radioactive, chaque substance radioactive a un temps de demi-période, un temps moyen où ça se déclenche. Par exemple, le temps moyen, si c'est par exemple 1 heure, donc des fois ça se déclenche une demi-heure, des fois ça se déclenche 2 heures. En moyenne, ça va se déclencher au bout d'1 heure. En moyenne. Si on fait 1 million de mesures, on va trouver en moyenne, ça se déclenche pendant une demi-heure. À ce moment-là, si on ouvre la boîte une demi-heure après, on aura autant de probabilités que le chat soit mort que le chat soit vivant. Donc dans cette configuration-là, on va se retrouver ici, c'est que l'inclinaison est à 45 degrés, et ici les coefficients qui pondèrent notre représentation vont être égales de 1 sur racine carrée de 2 à 1 racine carrée de 2. Pourquoi? Parce que si on prend ça au carré, ça fait 1 demi. Si on prend ça au carré, ça fait 1 demi. Donc 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Donc voilà, ça va. Il y a cette condition de normalisation, c'est que la somme de ces coefficients doit être égale à 1. Bon. Et on fait, je crois, la dernière diapo concernant la physique, la science, qui va nous préparer vers la partie philosophique, qui va être très courte. Donc, mesure propre. Seul accès à la réalité. Parce que la bagarre positivisme-réalisme, c'était on accède à la réalité ou pas. Possible, pas possible. Donc là, selon la science, c'est la mesure propre qui représente seul accès à la réalité. Donc le terme scientifique propre